En 2020, des signaux étranges provenant des profondeurs de l'Antarctique ont fait la une des journaux. En seulement quelques jours, les gros titres ont explosé. La NASA avait découvert un univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'ont réellement détecté les scientifiques? Eh bien, cette histoire repose sur un cas de folie, sur des expériences mal comprises et sur le besoin humain de croire au mystère. Encore aujourd'hui, tous les quelques mois, quelqu'un republie un post au sujet de la découverte par la NASA d'un univers parallèle en Antarctique, un univers où le temps s'écoule à l'envers. Et les gens continuent d'y croire. Mais non, la NASA n'a pas trouvé de monde miroir sous le pôle sud, ni aucune sorte de réalité inversée où les gens vieillissent à l'envers ou parlent en phrases rembobinées. Cependant, ils ont trouvé quelque chose de curieux. Voici ce qui s'est réellement passé. Des scientifiques survolaient l'Antarctique avec un instrument étrange appelé ANITA. C'est l'abréviation de Antarctic Impulsive Transient Antenna. ANITA est une machine qui flotte au-dessus de l'Antarctique. Essentiellement, un ballon géant avec des antennes. Elle capte de minuscules particules spatiales appelées neutrinos. Les neutrinos sont extrêmement petits et presque fantomatiques. Ils n'ont presque pas de masse et traversent la matière comme si elle n'existait pas, même des planètes entières. En général, ces neutrinos viennent de l'espace et pleuvent sur la Terre. La plupart des neutrinos, les plus communs, de basse énergie, peuvent traverser la Terre comme si c'était de l'air, comme de petits insectes passant à travers une clôture grillagée. Il existe cependant certains neutrinos à très haute énergie. Ils sont extrêmement rares et ils interagissent un peu plus souvent avec la matière, et ils peuvent être bloqués. Si des neutrinos à haute énergie frappent quelque chose de suffisamment dense, comme la roche et le métal à l'intérieur de la Terre, il se peut qu'ils heurtent enfin une particule et soient absorbés. Cette fois, la comparaison serait celle de balles de tennis venant s'écraser contre un grillage. Les neutrinos de basse énergie, qui sont omniprésents et assez inoffensifs, sont relativement indétectables. Mais les neutrinos à haute énergie sont exactement ce qu'ANITA peut détecter. Lorsqu'ils percutent dans la glace, ils envoient des ondes radio facilement repérables. Ce faible signal radio porte le nom d'effet Ascarian. Et oui, c'est exactement pour cela qu'ANITA survole l'Antarctique. La glace y est pure, sèche et silencieuse. C'est l'environnement parfait pour capter ces signaux si rares. Alors, qu'a détecté ANITA? Quelque chose qui remontait sous la glace, comme si un neutrino à haute énergie venait des profondeurs de la Terre. Quoi? Bien, prenons le temps de réfléchir. La particule aurait commencé quelque part dans le nord, aurait traversé toute la Terre et serait ressortie de l'autre côté. Tout cela demeure étrange, car ce n'est pas censé se produire. Des neutrinos dotés d'une telle énergie auraient dû être arrêtés au milieu de la planète, comme nous l'avons dit, être absorbés. Du coup, les scientifiques ont été confrontés à une petite anomalie. Selon notre physique actuelle, cela ne devrait pas être possible, à moins que quelque chose que nous ne comprenons pas soit en train de se produire. Et lorsqu'on est confronté à quelque chose de bizarre, on explore toutes les options, même les plus farfelues. C'est ainsi que le cauchemar a commencé. Un groupe de chercheurs a alors publié un article suggérant que ce signal étrange pouvait être expliqué par l'existence d'un univers symétrique CPT. CPT signifie charge, parité et temps. Ce sont essentiellement trois façons de retourner l'univers. Charge signifie échanger toutes les particules avec leur contraire. Par exemple, échanger les électrons, qui ont une charge négative, avec les positrons, avec une charge positive. Parité signifie mettre l'univers en miroir, un peu comme si on le regardait dans une glace. La gauche devient la droite, et la droite devient la gauche. Et le temps, bien sûr, signifie faire s'écouler le temps à l'envers, comme on rembobine une vidéo. Il y a une grande règle en physique qui porte le nom de symétrie CPT. Selon elle, si vous changez ces trois choses à la fois, les lois de la physique devraient continuer à fonctionner de la même manière. C'est un peu fou, mais si vous prenez l'univers et que vous échangez la matière avec de l'antimatière, que vous inversez gauche et droite et que vous retournez le temps, il continuera d'obéir aux lois de la physique. Pourquoi? Eh bien, dans notre univers, un électron entre en collision avec un positron et il crée des photons. Super.
Maintenant, prenez ça, inversez tout, et qu'est-ce qu'on obtient? Les photons se transforment spontanément en positrons et en électrons, mais en miroir et inversés. C'est toujours la même physique, bien qu'elle soit à l'envers. Les équations tiennent toujours, et la nature est en ordre. Maintenant, voici ce qu'il y a de fou dans tout ça. Certains physiciens se sont dit « Et si le Big Bang avait créé deux univers? Le nôtre, fait de matière normale et qui avance dans le temps. Et l'autre, un jumeau en miroir fait d'antimatière, qui recule dans le temps selon notre point de vue. Cela ne signifie pas qu'une personne dans l'autre univers ressent le temps à l'envers. Pour elle, le temps s'écoule vers l'avant, tout comme il le fait pour nous. Mais de notre point de vue, elle se déplace de notre futur vers notre passé. Et inversement, pour elle, nous sommes des créatures étranges qui se déplacent à l'envers. Et si ces deux univers étaient des images exactes, mais retournées, l'un de l'autre? Cela signifierait même physique, même règles et symétrie. Il ne s'agit pas là d'une théorie de science-fiction farfelue, même si ça y ressemble beaucoup. Cela permet aux chercheurs d'expliquer certains des mystères de la physique les plus étranges. Par exemple, pourquoi il y a tellement de matière dans notre univers, et si peu d'antimatière, bien qu'on s'attendrait plutôt à des proportions égales. Ou pourquoi l'univers est si symétrique et équilibré. Revenons à nos neutrinos. Certains scientifiques ont suggéré que, peut-être, ces particules qui volent vers le haut pouvaient provenir de cet univers miroir CPT, et faisaient intrusion dans le nôtre, comme par une fissure entre deux réalités symétriques. Si vous regardez les choses de cette façon, c'est une hypothèse assez audacieuse. C'est spéculatif. Ce n'est pas prouvé. C'est une expérience de pensée intéressante, une réalité non confirmée. Mais les médias se sont immédiatement emparés du sujet. Ils ont publié un article avec un titre affirmant que nous avions trouvé la preuve d'un univers parallèle à la temporalité inversée en Antarctique. Et tous les autres grands tabloïds l'ont repris. Ils ont prétendu que la NASA avait réellement découvert un univers parallèle. Le voyage dans le temps est réel, le multivers est confirmé. Pendant ce temps, les scientifiques qui travaillaient avec Anita ont un peu perdu la tête. Ils ont essayé d'intervenir pour dire que ce n'est pas du tout ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que les signaux étaient inhabituels, oui, mais qu'il existait de nombreuses explications normales qui ne nécessitaient pas de réécrire les lois de la physique. Il pouvait même simplement s'agir d'une erreur expérimentale, peut-être un comportement inhabituel des particules ou des lacunes dans la façon dont nous modélisons les interactions entre neutrinos. Bien sûr, personne n'écoute les experts sur ce que les experts découvrent. Et une fois qu'une idée comme celle-ci atteint les réseaux sociaux, il devient presque impossible de raisonner les gens. Mais cela ne signifie pas non plus que le multivers n'est pas réel. Bien au contraire, les physiciens explorent toujours ce concept, et ils supposent que certains de ces univers potentiels, s'ils existent, pourraient avoir des lois différentes. Une idée, qu'on appelle la théorie des mondes multiples, provient de la physique quantique. Selon elle, chaque fois qu'un événement peut se produire de plusieurs façons, comme le déplacement d'une particule ou la prise d'une décision, toutes ces possibilités se réalisent effectivement, mais dans des univers distincts. Ainsi, il pourrait exister d'innombrables versions de la réalité, chacune légèrement différente, se ramifiant à partir de chaque événement. Peut-être que dans un univers, les dinosaures ne se sont jamais éteints. Peut-être que dans un autre, vous n'avez jamais envoyé ce texto embarrassant. Une autre idée porte le nom de théorie de l'univers bulle. Après le Big Bang, l'univers s'est étendu incroyablement vite lors d'un processus appelé inflation. Certains scientifiques pensent que l'inflation ne s'est jamais complètement arrêtée et se produit encore dans certaines régions. Cela signifierait que de nouveaux univers bulles se forment constamment, chacun avec ses propres lois de la physique. Notre univers ne serait qu'une bulle dans une immense mer cosmique d'autres bulles. La troisième idée concerne la matière miroir. La matière noire est invisible, mais sa gravité affecte l'univers. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être constituée de particules similaires à celles qui composent la matière ordinaire, mais qui nous sont simplement cachées. Cette matière de l'ombre pourrait être à l'origine de galaxies entières et invisibles, et même de formes de vie, le tout coexistant juste à côté de nous. Peut-être ne pouvons-nous tout simplement pas la détecter autrement que par la gravité, pour l'instant. Mais en physique, il ne s'agit là que de théorie.
de possibilités mathématiques. Nous n'avons aucune preuve directe que ce soit réel. Mais si nous en trouvions une, espérons seulement que ce ne sera pas le scénario du garçon qui criait au loup. L'Antarctique, un monde figé dans un froid glacial de moins 43 degrés Celsius, recouvert de glace depuis des millions d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Enfouies profondément sous le plancher océanique, de minuscules gouttes d'ambre dorée. Cela signifie qu'autrefois, l'Antarctique foisonnait de vie et était recouvert de vastes forêts. Toutefois, un événement est survenu. Un événement qui pourrait radicalement changer notre perception de l'avenir. Depuis des millions d'années, l'Antarctique est une terre balayée par des vents puissants, où aucune végétation ne parvient à croître. Mais des chercheurs ayant exploré cette région ont pris la décision de percer les profondeurs de la surface antarctique. Ils ont foré à plusieurs milliers de mètres sous la glace et en ont extrait des couches de sédiments anciens. C'est là, piégés dans le temps, qu'ils ont découvert ces fragments d'ambre. L'ambre, résine fossilisée provenant des arbres, se trouve sur tous les continents et renferme souvent des traces parfaitement préservées d'espèces disparues. Des insectes figés dans leur vol, du pollen congelé dans le temps. Ces gouttes dorées peuvent conserver d'anciens et minuscules écosystèmes. Sur tous les continents, mais pas en Antarctique jusqu'alors. La minuscule gouttelette découverte, mesurant entre 0,5 et 1 mm, aussi petite qu'un grain de sable, mais d'une importance capitale, s'était écoulée de l'écorce d'un arbre il y a environ 90 millions d'années. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'ambre ne se forme que dans certaines espèces d'arbres. Celles qui prospèrent dans les forêts tropicales humides et tempérées ou dans les jungles. C'est alors qu'une révélation s'est imposée. L'Antarctique était autrefois une forêt tropicale. Ces minuscules fragments d'ambre, visibles uniquement au microscope, nous racontent l'histoire vivante d'un écosystème florissant. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, l'Antarctique devait être recouvert de forêts denses et marécageuses, peuplées de conifères majestueux, de fougères et de plantes anciennes. Certains de ces fragments montraient des signes de dommages, indiquant que les arbres à l'origine de ces gouttes avaient été endommagés, probablement par des incendies ou des parasites. En dépit de tout cela, et malgré les millions d'années passées dans les fonds marins, cet ambre a étonnamment bien résisté. Il demeure solide, transparent, sans la moindre fissure. En règle générale, l'ambre, lorsqu'il est soumis à une pression intense et ceux des températures extrêmes, se désintègre peu à peu. Mais ce fragment a survécu, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient également avoir subsisté, et que d'autres découvertes pourraient émerger des profondeurs océaniques. Cela dit, cette découverte n'était pas le premier signe indiquant qu'autrefois, l'Antarctique n'était pas le monde gelé que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, une équipe de chercheurs a percé profondément la surface du fond marin, à proximité du glacier de l'île du Pin, sur la côte ouest de l'Antarctique. Ils ont ainsi extrait des carottes de sédiments enfouis depuis des millions d'années. Cette découverte fut stupéfiante. Dans ces couches de sédiments, les chercheurs ont mis à jour des racines fossilisées, du pollen, des spores. Autant de preuves qu'une ancienne forêt avait prospéré sur ces terres. Depuis cette découverte, l'équipe ne cesse d'analyser ces éléments, consacrant plusieurs années à décomposer les sédiments en milliers de fragments et à les examiner minutieusement sous des microscopes fluorescents, sans rien endommager. En 2020, cette même équipe a découvert un autre élément clé du puzzle. De nouveaux échantillons de sédiments prélevés dans les fonds marins ont mis en lumière un paysage constitué de forêts denses, de rivières et de zones humides, un environnement qui ressemblait davantage à celui du nord-ouest Pacifique ou de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi l'Antarctique était-il si chaud à cette époque? La réponse réside dans l'atmosphère. Il y a 90 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient extrêmement élevés sur Terre. Cette période correspondait à l'un des moments les plus chauds de l'histoire de la planète, avec des températures atteignant même les pôles. Imaginez, l'Antarctique ne possédait aucune calotte glaciaire. Au lieu de cela, l'Antarctique aurait pu abriter des insectes bourdonnants, et peut-être même des dinosaures errants à travers ces forêts. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, l'équipe doit encore découvrir davantage de preuves. L'Antarctique demeure un lieu empreint de mystère.
Sa couverture neigeuse et glacée rend son étude difficile, au point que nous ignorons même sa véritable forme et ses dimensions. Certaines zones de la calotte glaciaire mesurent près de 5 km d'épaisseur, l'équivalent de la moitié de la profondeur de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la planète. Heureusement, la neige possède une qualité remarquable. Elle parvient à figer le temps avec une parfaite précision. Couche après couche, année après année, elle ensevelit le passé naturel, agissant comme une capsule temporelle. Au début, la neige fraîche est légère et se déplace facilement au gré du vent, remplie d'air. Mais à mesure que les couches s'accumulent, elle se comprime, expulsant l'air et durcissant en une glace dense. Cette pression de congélation emprisonne tout à l'intérieur, conservant d'anciennes plantes, animaux et même des paysages entiers. Les éléments sont littéralement figés dans le temps, car ce froid extrême ralentit le processus de décomposition. Il stoppe la croissance des bactéries, empêchant ainsi la putréfaction et permet une préservation quasi parfaite pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est précisément ce phénomène qui se produit en Antarctique. Les scientifiques doivent scruter cette neige en profondeur afin de découvrir à quoi ressemblait cet endroit il y a des millions d'années. Ce qu'ils ont mis à jour, un monde entier perdu, enfoui sous des kilomètres de glace. Cette découverte se situe sous les glaces les plus épaisses d'Antarctique orientale, près des bassins subglaciaires Aurora et Schmidt. Le poids de la glace, immense et constant pendant des millions d'années, a en réalité protégé la Terre de l'érosion. Les scientifiques surnomment cela le fantôme du paysage de l'Antarctique. Et ce n'est vraiment pas comme le désert plat et lisse qu'on voit d'en haut. Ils ont découvert des rivières qui autrefois coulaient librement, désormais figées sur place. Des vallées sculptées par l'eau. Même 3 énormes collines aux sommets acérés. Mais que s'est-il passé? Pour saisir cela, il faut remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où l'Antarctique faisait encore partie d'un supercontinent aujourd'hui disparu. Il y a des centaines de millions d'années, ce que nous appelons aujourd'hui l'Antarctique faisait partie du Gondwana, un supercontinent gigantesque qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, tous fusionnés ensemble. Cependant, à mesure que les plaques tectoniques terrestres se sont lentement déplacées, le Gondwana s'est fragmenté. L'Antarctique a été déchirée, sa terre s'étirant et se fracturant. Les vastes calottes glaciaires qui se sont formées plus tard ont recouvert ces terres brisées, les préservant comme des fossiles gelés. Au fur et à mesure que la glace se déplaçait et fondait, des vallées ont émergé, et des rivières anciennes ont probablement acheminé l'eau vers une côte, qui était alors située à des centaines de kilomètres de sa position actuelle. Mais ce n'est pas tout ce que l'Antarctique recèle. Si vous enleviez la glace, vous ne découvririez pas un continent plat et désert. Vous verriez un paysage spectaculaire, des montagnes majestueuses, des vallées profondes et même des volcans en activité. En Antarctique occidentale, au moins 138 volcans sont enfouis sous les glaces. L'un d'eux, le mont Erebus, est encore actif. Et à l'intérieur, il possède des grottes volcaniques suffisamment chaudes pour s'y promener en t-shirt. Ah, et si cela ne vous semblait pas déjà assez étrange, Erebus crache aussi de l'or. Oui, de véritables particules d'or provenant des profondeurs de la Terre. Les scientifiques estiment que cela se produit parce que le magma, cette roche surchauffée et semi-fondue sous la surface terrestre, achemine de l'or liquide en remontant. Chaque jour, Erebus libère environ 90 grammes d'or, ce qui équivaut à environ 6 000 € par jour. En une année, cela représente 29 kg, soit plus de 2 millions d'euros qui partent en fumée. Malheureusement, avant d'attraper nos pelles, il faut se rappeler que ce sont des particules microscopiques. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres, soit plus fines qu'un cheveu humain, sans compter qu'elles sont dispersées jusqu'à 1000 km du volcan. Les retrouver relève donc de l'impossible. Cela prouve simplement que, même dans un endroit aussi impitoyable que ce vaste désert blanc, de nombreux mystères fascinants attendent d'être dévoilés. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste encore. En 2017, des chercheurs ont foré profondément sous la glace de la barrière de Ross, pensant trouver de l'eau. Mais à leur grande surprise,
ce qu'ils ont découvert était bien plus incroyable. Une rivière, cachée sous 500 mètres de glace, serpentant dans l'obscurité. Et à l'intérieur, des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes. Elles se sont précipitées autour de la caméra, obstruant l'objectif tout en accueillant les chercheurs. Au fond de ces cavernes gelées, des traces d'ADN ont révélé la présence de mousses, d'algues et peut-être même de minuscules créatures inconnues. Il semble donc que, même dans l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, la vie parvienne toujours à s'adapter. Et qui peut dire ce que nous pourrions encore découvrir aux confins du pôle Sud? L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares et le prédateur affamé ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meute bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles.
Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Vaste nappe formée lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué, un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour,
soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Contemplez ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui ? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million. Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus anciens que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre. Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5. Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange. Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant,
Ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois, il est préférable de ne pas s'en approcher, car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'1 tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'1 tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur, mais il préfère les eaux glaciales de l'océan austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promacocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan austral. Ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles, et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne. Un glaciologue de l'Université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, d'où vient ce bruit incessant? Il est probablement causé par des vents puissants balayant les dunes glacées et générant ainsi des vibrations naturelles. Durant les étés 2022 à 2023, plus de 100 000 personnes ont exploré l'Antarctique.
Il s'agit pourtant du continent le plus élevé, le plus aride, le plus venteux et sans doute l'un des plus périlleux de la planète. Pourtant, il semble que l'idée d'y séjourner amuse certains, et le flux touristique ne cesse de croître. La plupart des visiteurs y accèdent par des navires de croisière, faisant escale sur la péninsule antarctique, une région plus clémente, aisément accessible et foisonnante de vie sauvage. Ils débarquent généralement à Field Bay, d'où ils empruntent des canaux pneumatiques afin d'observer de près icebergs, baleines à bosse, manchots et orques. D'autres choisissent le kayak ou même un survol en hélicoptère de ce paysage immaculé. Pour les amateurs de sensations plus intenses, une activité bien plus extrême gagne en popularité, le parachutisme. Toutefois, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de vous y risquer. Seuls les plus téméraires peuvent s'offrir l'expérience unique d'une chute libre au-dessus du 6e continent. Mais rares sont ceux qui auront un jour l'occasion de tenter un tel saut. Même les entreprises spécialisées avertissent que cette activité est strictement réservée aux parachutistes chevronnés. Car, même pour les plus aguerris, cette aventure exaltante peut, en un instant, virer au cauchemar. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe de 6 hommes en décembre 1997. En 30 secondes à peine, leur saut tant attendu s'est transformé en une lutte désespérée pour leur survie. Ce groupe était composé de 3 Américains, 2 Norvégiens et un Autrichien, tous des parachutistes confirmés. L'un d'eux, un ancien capitaine de l'armée de l'air, comptait à son actif quelques 750 sauts. Pour ces hommes, se jeter dans le vide au-dessus de l'Antarctique devait sembler n'être qu'une nouvelle aventure exaltante, ou peut-être même la quintessence de la liberté. Le début de leur périple s'était déroulé sans encombre. Parvenus au Chili, ils durent patienter 4 jours que les conditions météorologiques s'améliorent à Patriot Hills, le camp de base en Antarctique. En attendant, ils tuaient le temps à l'hôtel, guettant le moment du départ. Les parachutistes américains et l'Autrichien ambitionnèrent d'établir un record. Puisqu'ils n'étaient pas les premiers à sauter au-dessus du pôle sud, ils décidèrent d'innover. L'un d'eux proposa qu'au lieu de sauter individuellement, ils réalisent une figure de vol à 4, une pratique connue sous le nom de vol relatif, où les parachutistes s'agrippent les uns aux autres en plein ciel. L'idée séduisit tout le monde. Si tout se déroulait sans accroc, ils inscriraient leur exploit dans l'histoire. Hélas, rien ne se passa comme prévu. Le 3 décembre, ils prirent enfin leur envol vers l'Antarctique et s'installèrent au camp de Patriot Hills, où des tentes aux teintes éclatantes se détachaient sur le massif des monts Ellsworth. Bien que l'on fût en été, les températures avoisinaient tout de même les moins 10 degrés, un froid moins extrême qu'on pourrait l'imaginer. Bien que peu de choses les aient liés au départ, ils se lièrent rapidement d'amitié. Il faut dire qu'ils vivaient une aventure hors du commun, unis par leur passion commune pour le parachutisme. En attendant leur vol, ils s'équipèrent et inspectèrent leur matériel à au moins 4 reprises. Puis vint l'instant décisif. À bord de l'avion, alors qu'ils atteignaient 2400 mètres au-dessus du pôle, certains durent utiliser des bouteilles d'oxygène. À cette altitude, c'est inhabituel pour des parachutistes, mais l'Antarctique impose ses propres règles. Le sol antarctique se trouvant déjà à plus de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, cela signifiait qu'ils évoluaient en réalité à plus de 5200 mètres, une altitude où l'air se raréfie dangereusement. Un manque d'oxygène pouvait altérer leur lucidité, leur perception et leur réactivité. L'air raréfié représentait un autre danger. Avec moins de résistance, la chute s'accélérait, laissant peu de temps pour corriger une trajectoire ou stabiliser une position. Mais à cet instant, porté par l'excitation, ils n'avaient sans doute pas conscience des risques d'un saut au-dessus de l'Antarctique. Il était trop tard pour reculer. Au point de sortie, ils plongèrent tous dans l'air glacé, filant à environ 320 km/h. Pendant la chute libre, ils durent affronter des températures pouvant descendre jusqu'à moins 73 degrés. Ils étaient tout près d'établir un record en réalisant une figure en vol, leurs mains et pieds solidement accrochés. Mais un problème apparut. Michael Cairns,
l'un des Américains se sentit soudain désorienté. Sans aucun point de repère, il ne savait plus où était le haut ou le bas. Contrairement à un saut au-dessus d'une ville, où les bâtiments et les arbres offrent des références visuelles claires, l'Antarctique n'était qu'un désert uniforme à perte de vue. Soleil, neige et glace se confondaient en un blanc aveuglant, un vide total. Cairns jeta un coup d'œil à son altimètre et réalisa qu'il était déjà bien trop bas, sans doute à peine à 300 mètres d'altitude. À cette hauteur, garder le parachute fermé relevait de l'inconscience. Le record étant compromis, il s'agissait désormais simplement de rester en vie. Il se détacha de la formation et tenta de saisir le cordon de son parachute de secours. Mais l'ouverture automatique s'était déjà déclenchée, sans doute aux alentours de 180 mètres. À cette hauteur, impossible d'amortir correctement la chute. Il replia jambes et genoux, bascula en arrière et s'écrasa brutalement face contre la neige. Silence. Cairns, sonné, chercha ses compagnons du regard. Les 2 Norvégiens avaient réussi leur atterrissage sans encombre, mais les 3 autres n'avaient pas eu cette chance. 2 d'entre eux n'avaient même jamais eu le temps d'ouvrir leur parachute. À ce jour, nul ne sait avec certitude ce qui a causé la tragédie. Toutefois, la bouteille d'oxygène à bord de l'avion pourrait fournir un indice. Les 3 parachutistes ayant respiré de l'oxygène durant le vol ont survécu, tandis que ceux qui n'y ont pas eu recours n'ont pas eu cette chance. Comme mentionné plus tôt, le manque d'oxygène affecte le cerveau. On peut ressentir une euphorie trompeuse, mais l'hypoxie est insidieuse, car elle passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pendant sa chute libre, Cairns a tenté d'alerter ses compagnons que quelque chose n'allait pas. Il leur a fait signe, mais ils se sont contentés de lui sourire avant de poursuivre leur descente. C'était comme danser sur le pont du Titanic, au lieu de se précipiter vers un canot de sauvetage. Ils croyaient sans doute avoir encore du temps devant eux. Ont-ils été submergés par la montée d'adrénaline, ou étaient-ils déjà victimes des effets de l'hypoxie? Ces questions resteront à jamais sans réponse. Ce qui semble probable, c'est que le manque d'oxygène ait brouillé leur perception de l'altitude, les empêchant de réagir à temps. Le froid extrême n'aura fait qu'aggraver la situation. Des températures aussi basses peuvent altérer la prise de décision. Et à l'altitude du saut, il faisait environ moins 50 degrés Celsius. Avec la vitesse de la chute, le refroidissement éolien aurait pu donner l'impression d'un froid atteignant les moins 130 degrés. Malgré la tragédie, toutes les expéditions extrêmes en Antarctique ne se terminent pas en désastre. En 2018, Heather Swan est devenue la première femme à survoler les montagnes glacées du continent en wingsuit. Accompagnée de son mari, elle a bravé le froid polaire et rassemblé tout son courage avant de s'élancer depuis 3700 mètres d'altitude. Ils ont survolé le Glacier Union, un campement niché dans la terre d'Ellsworth, atteignant une vitesse vertigineuse de 180 km/h. Mais, une fois de plus, il convient de souligner que seuls des experts aguerris peuvent accomplir un tel exploit. Dans le cas de Swan, il lui aura fallu pas moins de 18 années d'entraînement pour être prête à s'élancer en wingsuit en Antarctique. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous êtes sans doute persuadé que sauter en parachute en Antarctique n'est peut-être pas l'idée la plus judicieuse. Mais qu'en est-il d'une simple visite en tant que touriste? La question divise. Ceux qui ont eu la chance de s'y rendre évoquent une expérience indescriptible. Certains affirment même qu'il y a quelque chose de profondément apaisant à se retrouver dans un lieu aussi reculé, comme si l'on explorait l'espace tout en restant sur Terre. Mais paradoxalement, ceux qui y sont allés sont aussi les premiers à vouloir en limiter l'accès. Certains suggèrent d'admirer l'Antarctique à distance, car un afflux de visiteurs risquerait d'endommager son fragile écosystème. En 2023, la couverture de glace marine a diminué sans interruption pendant 6 mois. Face à cela, les experts estiment que l'Antarctique ne devrait sans doute pas figurer sur votre liste des destinations à voir avant de mourir. En réalité, elle ne devrait figurer sur la liste de personne. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg.
Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique? Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Program, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçu. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement.
Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachés. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Veronica Tolenar, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ?